Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette formation consacrée au logiciel Blender. Alors aujourd'hui, on va voir la modélisation de la lampe que vous avez sous les yeux. On s'approche de la fin de cette formation malheureusement, mais là ça va permettre de clôturer les bases, de mettre un point final en obtenant quelque chose d'assez réaliste. Tout d'abord avec le moteur de rendu Eevee. Donc là c'est du temps réel, je peux me déplacer dans ma vue 3D. On voit que les matériaux sont assez réalistes. Également les ombres et les éclairages qui sont pas mal, les reflets sur le métal. Et dans un second temps, on verra comment obtenir le rendu avec le Cell-Cut Render. Donc là, vous voyez pas beaucoup de différence, mais sachez que d'une manière générale, le Cell-Cut Render en termes de réaliste sera toujours au-dessus de l'Eevee. Donc l'Eevee, son avantage, c'est qu'il permet d'obtenir du temps réel avec un coût en termes de performance pour notre ordinateur qui est très faible, parce qu'il y a très peu de calculs qui sont effectués, alors que le Cell-Cut Render va calculer toutes les réfractions, toutes les réflexions des rayons lumineux pour obtenir un rendu plus réaliste. Donc le Eevee ne dépassera jamais le Cycle, du moins à l'heure actuelle, en termes de réalisme. Il peut l'atteindre sur certaines scènes comme celle-ci où il n'y a pas beaucoup de différence, mais vous voyez par exemple en bas, là si je zoome, les reflets qu'il y a présents ici, le Eevee ne peut pas les calculer en temps réel. Bon, il y a certaines différences, notamment au niveau des reflets. Lorsqu'on fait des matériaux de glace, le Eevee est un peu à la ramasse, mais c'est normal. Donc d'abord on va voir la modélisation de la lampe, et ensuite dans une seconde vidéo, les matériaux dans l'Eevee et dans le Cycles. Alors je vais de suite aller dans un nouveau fichier Blender. Cube de base, donc j'ai rien touché pour le moment. Je vais de suite en haut à droite étirer mon panneau et me mettre en Image Editor pour ouvrir mon image de référence. Alors qu'est-ce que j'appelle image de référence? C'est tout simplement le rendu que j'ai effectué de mon autre scène. Donc vous pouvez le télécharger dans la description, il est libre de droit, c'est moi qui l'ai réalisé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça va me permettre, toujours en temps réel, d'avoir un aperçu sur la proportion des objets, sur le positionnement de la lumière pour voir où est-ce qu'il y a les ombres, les matériaux, etc. etc. Donc c'est toujours bien d'avoir soit sur un second écran, soit dans l'interface Blender et qui est assez important comme ça. Vous avez largement la place de subdiviser pour une petite image sur le côté et pour toujours avoir la référence lorsque vous modélisez. Ok, donc on va de suite commencer par la modélisation de cette partie-là. Alors, on va pas s'embêter, on va pas partir d'un cube, ce serait un petit peu se mettre des bâtons dans les roues. Je vais le supprimer et je vais rajouter une forme primitive qui ressemble le plus possible à cela. Donc quelle est la forme qui ressemble le plus à cela si je vais dans Mesh? C'est pas un plan, c'est pas un cube, ça pourrait être un cercle, mais nous on va partir d'un cylindre, donc Cylinder. J'appuie sur 1 pour passer en vue de face et point du pavé numérique pour zoomer sur mon objet. Le recentrer dans ma vue 3D. Donc une fois que ceci est réalisé, je vais changer son échelle en Z. Je vais l'aplatir. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur S, qui indique à Blender qu'il y a un changement d'échelle. J'appuie sur Z pour dire à Blender de verrouiller le changement d'échelle uniquement selon la hauteur. Et je vais le mettre à peu près comme ceci. Donc là, j'ai mon cylindre, il est correctement proportionné, et maintenant je vais faire un bevel. Le bevel c'est quoi? Ça permet de rajouter ce petit arrondi là, sur les coins de mon objet qu'on voit bien ici sur le rendu ou même là pour les reflets. Sachez que dans la vraie vie c'est très rare, extrêmement rare qu'on ait des bords qui soient anguleux à 90 degrés de manière extrêmement brute. C'est très rare. Donc on l'aura dessous, mais sur le dessus on veut arrondir. Alors le bevel là on va avoir un petit souci. Logiquement, si je veux faire un bevel ici, je devrais obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc avec la même hauteur et largeur en termes de découpage de subdivision. Or, le problème est le suivant. Si je passe en mode édition, sélection d'arête, je sélectionne l'intégralité avec Alt, toutes les arêtes jointes. Si je fais CTRL B et que j'étire, ben on voit qu'il y a un petit problème. J'ai pas la même hauteur et la même largeur. J'ai pas une proportion, j'ai pas le ratio de 1 pour 1 qui est respecté. Pourquoi? Mais ça vient de l'opération qu'on a fait précédemment avec le changement d'échelle. Vous savez, le SZ. C'est peut-être invisible pour vous, mais derrière dans Blender, si j'appuie sur N pour afficher ce panneau-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a touché mon échelle ici. Donc par défaut, j'ai du 1, 1, 1. Là, j'ai du 1 et 1 en X et Y parce qu'il n'a pas touché. Mais en Z, on l'a aplati et du coup, on est à 0,124. Du coup, lui, il aplatit le bevel. Pour vous expliquer rapidement, si je rajoute un cylindre à côté, lui, son échelle est bien 1, 1, 1. Si je passe en mode édition et que je refais la même opération que ce qu'on a à gauche, là, si je fais CTRL B, mon bevel, il est correct. J'ai bien du 1 pour 1 en termes de ratio. Mais en fait, là, si j'aplatis ensuite mon échelle en Z, comme j'ai fait à gauche, ben on obtient le même résultat. Il m'aplatit le bevel. Donc ce souci, on peut le corriger facilement, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien vous expliquer pourquoi ça fait ça. Parce qu'en fait, Blender, il fait le bevel, puis il se dit « Ah ouais, mais attends, il m'avait indiqué qu'en Z, il fallait que je change l'échelle, que je l'aplatisse. » Donc il aplatit
l'échelle pour le bevel également. Il va appliquer cette modification pour le bevel. Donc comment pallier à ce problème? On pourrait essayer de remettre un ici, mais du coup on retombe sur la forme de base. C'est pas bon. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est indiquer à Blender que là, la forme qu'on lui a modélisée, après le changement d'échelle, il peut appliquer la transformation et on repart sur une base de 1 pour 1 pour 1 en termes d'échelle et on peut continuer à modéliser. Donc si je fais CTRL A, je vais pouvoir appliquer différents types de transformations comme la location, la rotation et l'échelle. Et là, si j'appuie sur Scale, on voit bien qu'on est passé en 1, 1, 1. Donc là, Blender, il se dit, ok, là, mon échelle, elle est bonne, elle est proportionnelle en X, Y et Z, et qui dit échelle proportionnelle dit, du coup, bevel avec CTRL B, proportionnel également. Donc je peux faire un petit bevel comme ceci, rajouter des subdivisions avec la molette. Et là, on est bon. On est bon, il y a quand même différents soucis à régler. Le premier, qui est le plus visible, on voit que contrairement à mon rendu, qui est totalement lisse, on a ici un shading, c'est-à-dire un affichage de nos faces qui est brut, qui est flat. C'est-à-dire que par défaut, Blender, il fait un display flat, c'est-à-dire qu'on voit toutes les edges qui vont relier mes faces. Pour corriger ceci, c'est assez simple, je fais clic droit, Shade Smooth. Alors là, du fait qu'on veuille en bas avoir quelque chose de brut, on a un petit souci. Parce que là, Blender, il nous masque bien les jointures de chaque face, mais en bas, là, moi, j'aimerais bien voir mon cercle pour voir vraiment la délimitation de mon objet. Là, en bas, je veux quelque chose de brut. Alors pour ce faire, je vais rajouter un modifier. Donc je clique à droite sur Modifier Properties, Add Modifier, et je vais rajouter un Edge Split. Et là, on voit que du coup, j'ai bien quelque chose de brut ici. Le Edge Split, pour faire vraiment simple, il possède en entrée un angle, split angle, qui est à 30 degrés par défaut. Et quand cette condition est respectée, quand ça rentre dans cet angle-là, en fonction de différents paramétrages, Blender va dupliquer des arêtes. Donc c'est le cas partout autour ici. Il va dupliquer des arêtes et le fait de juxtaposer deux arêtes, ça va permettre d'obtenir un affichage brut sur ces arêtes-là. Voilà, pour faire vraiment simple. Second souci, si je passe en vue de dessus, on le voit assez bien, on a encore le nombre de subdivisions du début de notre cylindre, qui est assez faible. Donc c'est pas réaliste. Nous, on veut, comme on a à droite, quelque chose de très lisse. Donc je vais rajouter un autre modifier qui s'appelle Subdivision Surface et qui lui va subdiviser toutes les faces pour m'adoucir en fait ma surface en rajoutant de la topologie. Et là, ça me permet d'introduire une notion importante, c'est la hiérarchie des modifiers. Ça fonctionne un petit peu comme des calques avec Photoshop ou avec d'autres logiciels. On a des applications de modifiers qui vont se faire de manière un après l'autre, si vous voulez, de manière séquentielle. En premier, le Edge Split, en second, le Subdivision Surface. C'est très important. Il n'applique pas tout d'un coup parce que c'est impossible. Il est obligé d'appliquer le Edge Split, il va y avoir une sortie en termes de maillage, et ensuite le Subdivision Surface, il va y avoir une autre sortie, etc. etc. Alors qu'est-ce qui se passe si avec les flèches là, je commence à manipuler l'ordre de ces deux modifiers? Si je passe le Subdivision Surface au-dessus, je clique sur la flèche là. Premier abord, pas tant de différence. Mais là, si je fais une rotation, oulala, catastrophe. Parce qu'en fait, d'abord, ça m'a fait le Subdivision Surface, donc ça a essayé de m'adoucir le cylindre, donc ça l'a reconcaténé vers le centre, et ensuite ça m'a fait du Edge Split. Donc c'est pas ça qu'on va obtenir. Donc bien garder en tête qu'il faut toujours avoir un œil sur la hiérarchie des modifiers. Il va les appliquer de manière séquentielle, un après l'autre, donc c'est important de les organiser. Ok, donc là, on a mon socle qui est correctement modélisé. Ensuite, on peut passer à cette partie-là de la lampe. L'erreur, je vais dire, de débutant, qui n'est pas une erreur en soi, je vais vous expliquer pourquoi, ce serait, pour modéliser la suite de la lampe, de dire « Ah mais ok, il a dit qu'il fallait partir de la primitive qui se ressemble le plus à ce que l'on veut modéliser. Donc je vais faire Shift A, je rajoute un cylindre, je vais changer sa taille, je vais le mettre ici, je vais sélectionner la face du dessus, je vais faire un changement voilà, comme ceci, bam, et je continue ma modélisation. Le souci est le suivant. Là, j'ai deux objets. C'est pas top. C'est pas top pourquoi? Imaginons que vous voulez faire un rendu simple dans Blender. Vous n'allez jamais exporter votre objet. Vous pouvez avoir autant d'objets que vous voulez, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Blender, maintenant, il gère de manière assez correcte les objets qui se chevauchent, qui rentrent l'un dans l'autre. Comme on a ici, par exemple, là. Si je fais un view wireframe, j'ai un objet qui rentre dans l'autre. Ça, c'est pas très grave, on va dire, même si c'est pas conseillé, si vous restez dans Blender pour faire une image fixe. Par contre, si vous voulez faire une animation, déjà, ça va être un petit peu plus galère. Imaginons que vous ayez un objet pour le socle, un objet pour le bras, un objet pour la partie ici. À chaque fois, pour tout sélectionner, ça va être vraiment difficile. Vous allez oublier des objets, c'est pas top. Bon, vous pouvez créer des groupes, vous pouvez créer des parents qui vous permettent de tout bouger, mais l'inconvénient, c'est également si vous voulez exporter votre objet. Il y a des moteurs de rendu, comme l'Unreal Engine, il va un petit peu galérer. Si vous lui importez un seul fichier avec plusieurs maillages à l'intérieur, il va vouloir les fusionner, etc. Et là où ça va poser plus de problèmes, c'est pour les calculs de physique.
un calcul de physique avec deux objets qui se chevauchent comme ça, comptez même pas en faire un parce que ça va pas fonctionner. Ça va exploser parce qu'il va considérer que les deux objets se concatènent, donc par défaut une collision, et ça va donner n'importe quoi. Donc toujours essayer de faire un seul maillage pour notre objet. Vous allez voir que là, on va tout mettre dans un seul maillage. Bon, sauf le câble, parce qu'on va partir d'une courbe, mais on pourrait le mettre dans le même maillage. On le fera peut-être. Mais sinon, l'intégralité de la lampe sera dans un seul maillage. Alors là, du coup, vous posez peut-être la question, mais comment je peux modéliser ceci en partant de mon cylindre? Eh bien, on a un outil dans Blender qui permet d'insérer une face à partir de la sélection. Donc là, je vais sélectionner ma face dessus, qui est circulaire. Ça tombe bien parce que l'intégralité de mon objet par la suite est circulaire. Sinon, on aurait galéré un petit peu plus. Et là, je vais faire I. Et I, ça fait quoi? Ben, c'est magique en fait. Ça m'insère une face en prenant la forme de la sélection par défaut qui était circulaire. Donc là, c'est nickel. Je peux même changer sa taille après coup. Je peux changer sa position avec G, le mettre ici par exemple. Et là, on est bon. Et je peux continuer modélisation. Je peux faire une extrusion, comme ceci. Je peux faire avec CTRL V un petit bevel. Voilà. Je peux sélectionner ma face dessus. Je peux faire un I, exactement si vous avez compris, pour continuer et obtenir ce petit décrochage qu'on a ici. Et continuer ma modélisation tranquillement. Je vais étirer un petit peu ceci. Alors là, comment je vais faire? Je passe en vue de face avec 1. Je dézoome pour bien voir à peu près l'échelle de mes deux objets. Là, je vais faire E pour faire une extrusion. À peu près jusqu'à là. G pour la décaler en X. Je vais faire une petite rotation. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux d'aligner les faces. Et donc là, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ce coude-là. Alors, comment faire ce coude? On va utiliser un outil qui s'appelle Spin. Le spin, c'est quoi? Pour faire simple, pour le résumer, c'est une extrusion de manière circulaire en fonction d'un point de pivot. C'est un petit peu quand vous utilisez un compas. Bon, je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé un compas, mais au primaire, quand vous utilisiez un compas, par exemple, un compas était constitué de combien d'éléments? De deux éléments. On avait une pointe et on avait un crayon. Dites-vous que le spin, c'est exactement la même chose. La pointe, ça va être le curseur 3D. Vous pouvez bouger le curseur 3D en cliquant en haut à gauche et en le positionnant où vous voulez. Donc, la pointe de votre compas, c'est le centre de rotation, le point de pivot. Donc moi, je vais l'aligner avec mes faces à peu près ici. Et dites-vous que le crayon, ça va être la sélection. Dans la sélection, c'est bien ce que j'ai là. Donc je veux dire à Blender, ok, tu prends le compas virtuel et tu me traces avec le point de pivot présent ici. Tu me fais ceci en fait, tu me prends la face. Mince, ok. Je me suis trompé. J'ai pas fait le bon truc, j'ai fait un CTRL Z sur la mauvaise manip. Je vais dire à Blender, tu me prends cette face-là et tu me fais une rotation à partir de ce centre-là. Alors comment faire? Je vais cliquer à gauche sur Spin, tout simplement. Là, il me demande comment je veux effectuer. Donc je vais repositionner mon curseur 3D. Voilà, comment je vais effectuer mon spin, selon quel axe, X, Y ou Z. Je veux pas du X, je veux pas du Z, je veux du Y. Et là, si je clique sur le plus et que je fais un glisser comme ceci, ça me fait bien une sorte de compas. Hein. Donc la comparaison, je pense qu'elle est assez explicite en fonction de notre centre de rotation présent ici. Alors il y a différents paramétrages qui sont présents, hop là, ici dans Spin, notamment le nombre de steps, qui est le nombre de subdivisions. Parce qu'en fait, comment ça marche le Spin? Il va faire plein de subdivisions en suivant l'angle et il va les relier entre eux. Donc je laisse à 12, pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre trop de subdivisions, tout simplement parce qu'après on a le subdivision surface qui va encore rajouter de la topologie par-dessus, donc on n'a pas besoin de surcharger en termes de face. Et donc là on est pas mal. Maintenant je peux continuer mon extrusion, voilà, comme ceci par exemple. Je peux passer à cette partie-là, donc la petite astuce, je vais faire une extrusion que je vais annuler. Alors là vous allez me dire ça sert à quoi? Bon déjà comment ça marche? Je fais E pour faire une extrusion et échappe. Là vous vous dites, bah d'accord, j'ai fait une extrusion puis échappe l'annuler. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le E va dire à Blender, ok, tu me fais une extrusion à partir de la sélection, et le échappe va lui dire, ah mais en fait cette extrusion, tu me l'as fait, mais en 0, tu me l'annules. Donc le delta, la différence d'extrusion est à 0. Donc là si je fais G, en fait ça m'a dupliqué les faces. Donc là c'est voulu, mais pensez bien que des fois, quand on débute, on va faire des extrusions et des échappes pour annuler, et on se retrouve avec des topologies qui se superposent, c'est pas top. Donc là c'est voulu, pourquoi? Parce que maintenant, si je fais un S, je peux changer l'échelle, sans avoir à changer toute l'échelle de mon tuyau, entre guillemets, qui est présent avant. On va avoir ce décalage qu'on a présent sur la droite. Et là, je peux faire une autre extrusion, ceci. Et maintenant, je vais faire un autre spin. Cet autre spin, je voudrais le faire précisément, pour l'exercice, ici, sur ce point-là. Ça me permettrait quoi? Ça me permettrait d'éviter d'avoir ce delta-là, ce décalage, ce rayon
de spin qu'on avait présent ici. Alors du coup, bah, vous allez me dire, bah, c'est pas compliqué, je prends mon curseur 3D et je le mets dessus. Ouais, alors là, si vous arrivez à le mettre pile dessus, vous êtes fort. Hein. Il y a une astuce, plutôt que de le faire aléatoirement, on ne sera jamais précis. Il y a une astuce pour décaler automatiquement et positionner ce curseur 3D à la sélection. Je vais sélectionner mon point comme je viens de faire. Je vais faire Shift S et je vais faire Cursor to Selected. Et ça me décale automatiquement mon curseur sur la sélection. Donc ça, c'est nickel. Une fois que j'ai ça, je peux passer en sélection d'arrête. Alt et clic pour sélectionner l'intégralité des arêtes jointes. Et je peux faire, comme tout à l'heure, mon spin. Je vais le faire, voilà, comme ceci. Je sais pas quel angle j'avais fait à droite. Bon, on va le faire à peu près là. Et donc là, on est pas mal. Donc, j'obtiendrai pas exactement le même blamp. Hein. C'est pas le but, mais on essaie de voir aujourd'hui les techniques de modélisation. Donc maintenant, je vais faire un I pour insérer une nouvelle face. Je vais faire E pour faire cette sorte d'attache qu'on voit pas trop, mais qui est présente ici. Et maintenant, je peux faire la modélisation de cette partie-là. Alors là, l'échelle, il va falloir faire attention de bien la respecter, à peu près. Hein. Donc, je fais une première extrusion ici. Et je vais augmenter l'échelle comme ceci. Une seconde extrusion, voilà, en augmentant encore un petit peu l'échelle comme ceci. Et ensuite, la partie abat-jour. Donc je l'appelle comme ceci, je ne sais pas si le terme est exact. Voilà, donc le premier qui est présent comme ça. Et le second, on va le mettre à peu près là. Et j'augmente considérablement son échelle. Ok. Et donc là, on va dire qu'on est pas mal. Donc maintenant, comment creuser cette partie-là? Ben vous allez voir qu'en fait, on va réutiliser exactement ce qu'on a vu avant. Je fais un I pour insérer la face. Et ensuite, je vais pouvoir faire une extrusion à l'intérieur. Donc, je passe en vue de face, je vais faire Z, wireframe, E pour faire une extrusion, et S pour éviter que les faces ressortent. Et en fait, là, vous comprenez qu'en 3D, la difficulté, c'est pas vraiment la modélisation en soi. C'est de se dire, ah ouais, avec quelle technique, avec quels outils de modélisation que j'ai à ma disposition avec Blender, par exemple, je vais pouvoir obtenir le rendu que je souhaite. Là, vous voyez, le fait d'insérer une face, quand on débute, jamais on va avoir le réflexe de faire ceci. Et pourtant, c'est très utile. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien décaler... Alors, je ne sais pas si j'ai fait une subdivision au milieu avec G, double G, donc pour décaler cette subdivision-là. J'aimerais bien faire un truc un petit peu plus... Ouais, quoique... Bon, ça, c'est toujours le souci du détail qui me perdra un jour. Bon, allez, on va dire que là, c'est bon. Je vais rajouter des bivelles. Donc là, par exemple, ici, CTRL B. J'ajoute un petit bivel ici. Là, Alt-clic, CTRL B, j'ajoute un bivel. Ici, CTRL B, j'ajoute un bivel. Mais vous voyez, je vais assez vite, mais ça, normalement, tout ça, vous le connaissez. Et une fois que j'ai ceci, je pourrais même rajouter ici, avec CTRL R, une petite subdivision, faire exprès de l'élargir et faire un CTRL B pour obtenir un bivel un petit peu plus lisse, obtenir une forme assez sympa. Bon, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Bon, moi, je vais l'annuler, comme ça, on est plus sur quelque chose comme on avait à droite. Juste augmenter un petit peu, voilà, son échelle comme ceci. Alors, une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir ajouter également un bivel là, avec des Alt-clics et des Shift, CTRL B pour rajouter les sections et obtenir quelque chose d'adouci. Voilà, donc là, on est bon. Donc on n'est pas obligé de rajouter la lampe à l'intérieur, c'est pas dramatique parce qu'on ne le verra pas lors du rendu. Maintenant, je vais passer à la modélisation de la table et du mur du fond. On verra le fil à la fin. Donc la table, pas compliqué. Shift A, je prends un cube. Problème, mon cube spawn, enfin apparaît sur mon curseur 3D. Je vais faire CTRL Z. Comment repositionner mon curseur 3D au centre? Je vais faire Shift S et je vais mettre cursor to world origin. Il me le met en 0, 0, 0. Et là, si je fais Shift A, Mesh, Cube, je peux avec G, hop là, le descendre, le mettre à peu près ici, jusqu'à ce qu'il touche à peu près mon pied. Et je peux changer son échelle en S et faire Shift Z pour dire à Blender de ne pas changer l'échelle en hauteur. Et là, on est pas mal. Maintenant, je vais vouloir appliquer un petit bevel ici pour donner un effet arrondi. Donc, on va pas tomber dans le panneau comme au début. Je vais faire CTRL A, Scale. Maintenant, je peux sélectionner ici Manage et faire un bevel comme ceci. Et donc là, on est pas mal. Clic droit, Shade Smooth, Add Modifier, Edge Split. Je vais assez vite, mais ça, c'est ce qu'on a vu déjà avec la lampe. Et maintenant, Shift A, Mesh Plane, RX 90, 7 pour passer en vue dessus, G pour le décaler ici, et S pour augmenter considérablement sa taille. Et donc là, on est pas mal. On a ma scène qui est à peu près réalisée. Maintenant, on va modéliser ce fil électrique. Alors, pour ce faire, on va utiliser une courbe. Les courbes, normalement, c'est la vidéo juste d'avant, présente sur la chaîne de la formation, donc
Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil parce que là, je vais aller assez vite. Je vais rajouter une courbe de Bézier. Je vais passer un view frame, je vais la décaler avec G. Je vais la mettre ici. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Je passe en mode édition, je vais sélectionner ce poignet là, je vais faire GZ CTRL vers le bas pour obtenir quelque chose d'entièrement plane. Et je vais essayer d'obtenir la même forme que j'avais ici pour obtenir quelque chose de réaliste comme si le fil tombait. Alors déjà, avec G et Z, je vais le mettre un peu vers le haut. Je vais prendre ce point là et je vais le décaler ici. Donc maintenant, je peux jouer avec ce poignet en la décalant, voilà. Et du coup, je peux redécaler un petit peu mon point. Et là, je peux essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai à gauche. Voilà, avec les angles, avec les poignets. Donc ça, normalement, vous savez l'utiliser. Et maintenant, je peux faire une autre extrusion et faire partir mon fil. En vue du dessus, je peux donner un petit peu des variations en termes de position pour obtenir un petit peu quelque chose de plus réaliste. Et une fois que j'ai ça, je peux faire Shift A, Curve, Circle. Je vais le décaler hors de mon champ de vision, même s'il n'est pas visible sur le rendu. Je réduis son échelle et je vais dire à Blender, ok, tu vois cette courbe, tu me la prends. Donc je vais dans courbe. Et dans géométrie, tu me rajoutes l'épaisseur de cet objet-là, de ce cercle, sur tout le long de la courbe. Donc je vais aller dans Bevel Object et je sélectionne mon objet. Et je peux réduire considérablement sa taille comme ceci. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste rajouter de subdivision à 36 et je vais la décaler un petit peu pour qu'elle rentre dans mon objet. Donc vous voyez là, on pourrait joindre mes deux maillages, mais bon, on va dire que là c'est pas dramatique. Mais sinon l'intégralité de ma lampe est bien en un seul mesh, donc ça c'est pratique. Une fois que j'ai ceci, je peux sélectionner mes deux objets. Donc d'où l'importance d'avoir deux objets et pas 50 000, parce que du coup là je peux passer en mute dessus. Je peux la décaler ici. Voilà, je peux faire une petite rotation en Z si je veux, comme j'avais fait ici sur le rendu. Et on verra la suite dans une autre vidéo avec les matériaux et le rendu. J'espère que vous avez tout suivi. On a vu pas mal de nouveautés, notamment avec le spin, les bevels, les head split, etc. Les applications d'échelle. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao.